TF1. Bonjour tout le monde, ou devrais-je dire, buongiorno a tutti. Bienvenue à la balado-diffusion du bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 20. Pourquoi 20, Abdou? Ben oui, parce que le 20, c'est le numéro de course de notre cher Kevin Magnussen, actuellement pilote chez Haas. Magnussen est arrivé en F1 en 2014 avec McLaren en remplacement de Sergio Perez. Et lors de son premier Grand Prix, il a terminé troisième avant d'hériter de la deuxième place suite à la disqualification de Daniel Ricciardo. D'ailleurs, cette deuxième place est son meilleur résultat en Formule 1 actuellement. Il a passé l'année 2015 sur les lignes de touche avec McLaren, qui a recruté Fernando Alonso. En 2016, il est parti chez Renault, aux côtés de Jolyon Palmer. Et en 2017, il s'est joint à l'aventure Haas, équipe avec laquelle il court encore. Et il a un contrat en 2020, pardon. Donc, lui, on sait qu'il va être de retour. Mais qui sait, peut-être que son coéquipier sera son bon ami, sarcastiquement, Nico Hülkenberg, qui n'apprécie pas tant sa conduite à la défense légèrement dangereuse. Hashtag Hongrie 2017. Au menu cette semaine... Non, je ne dirai pas ce qu'il a dit parce que c'est... Ça m'est passé à la tête, je suis tellement désolé. Ah non, c'est correct. De toute façon, je ne dirai pas ce qu'a dit Kevin Magnussen à Nico Hülkenberg. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe, ceux qui se demandent l'épisode dans lequel on rit, allez voir les conférences post-course, les entrevues post-course en fait des pilotes à la fin, et on voit un petit échauffement entre Nico Hülkenberg et son rival Kevin Magnussen durant la course de Hongrie. Exactement, puis c'est explicite. Bref, sur ce moment explicite, voici le menu de la balado-diffusion de cette semaine. On revient sur le Grand Prix d'Italie qui a vu les Ferrari, en fait, la Ferrari, monter sur la plus haute marche du podium. Quel pilote a réussi cet exploit? On vous le dira plus tard. Et on va revenir légèrement sur les courses de Formule 2 et de Formule 3. C'est le retour en route vers la Formule 2, puisque, évidemment, avec ce qui s'est passé la semaine dernière en Belgique, on a décidé de ne pas en parler et de remplacer ça par un éditorial sur les dangers de la course automobile. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'était cette semaine les funérailles d'Antoine Hubert, donc on pense encore à lui suite à son décès. Alors, pour parler du Grand Prix d'Italie et de cette course magnifique, on va être trois, parce que j'ai mes acolytes de toujours, Brian Wimet. Ah, salut, ça va? Ça va bien, toi? Ah, oui. Et Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou, salut Brian. En forme? Salut. Oui, toi? En grande forme. Oui, en grande forme aussi. Une bonne fin de semaine à l'italienne. Je dois vous dire que vendredi, j'ai été manger dans un resto italien dans la petite Italie. Pour se mettre dans l'ambiance un peu. Pour se mettre dans l'ambiance. Oui. Puis en ouais, plus, moi qui portais ma chemise de Ferrari, ça a quand même porté fruit, hein? Ça a porté fruit, ça a porté chance aussi. Alors, oui. Ça a été une magnifique fin de semaine de course. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. Et c'est un départ.
Alors, on revient tout de suite sur ce Grand Prix d'Italie disputé à Monza et qui le sera pour les 5 prochaines saisons jusqu'en 2014. Et ce sera probablement une raison de plus pour les tifosi de voir un de leurs pilotes gagner, comme ce fut le cas ce dimanche. Je vous dis tout de suite d'ailleurs qui a gagné le Grand Prix d'Italie. Roulement de tambour. C'est Charles Leclerc qui a gagné le Encore une fois. Encore une fois, oui, parce que c'est sa deuxième victoire consécutive devant les Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg inscrivent des résultats vraiment impressionnants pour Renault, 4e et 5e respectivement. Alexander Albon finit encore devant son coéquipier Max Verstappen en 6e place, mais entre Albon et Verstappen, il y a Sergio Perez en 7e place, Verstappen en 8e, le seul Italien en piste, Antonio Giovinazzi, marque 2 points, et Lando Norris, avec son chapeau de Valentino Rossi, termine 10e et marque le dernier point. Si vous vous demandez où se trouve Sébastien Vettel, on va vous expliquer un peu pourquoi il ne marque pas de points lors de ce Grand Prix d'Italie. Mais avant cela, c'est aussi le retour des évaluations post-Grand Prix. Et je vais commencer avec Monsieur Ferrari, celui qui portait le polo de Ferrari vendredi qu'on est allé souper au resto, Brian. Mais oui, écoute, cette fin de semaine-ci, je savais que c'était Monza. Je m'attendais vraiment à une fin de semaine assez agitée. Red Bull a pris un peu le bord en fin de semaine, malheureusement. Ferrari a eu une fin de semaine exceptionnelle. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ils ont eu un sans faute. Oui. Sans faute, sans exception, les deux ont été en pleine forme. Oui, il y a eu des petites bad luck. Oui, il y a eu des petits contretemps chez Ferrari, mais je trouve que les deux ont performé à merveille. Ça a été à merveille. Durant les qualifications, si on se rappelle bien, il y a eu une petit hic en Q3. Mais le petit hic étant durant la dernière séance de qualification, il y a eu une sortie de plusieurs pilotes en même temps dans la ligne des puits. Et la stratégie était pour tous et chacun, je suppose, de s'en aller, de partir en fait, de traverser la ligne d'arrivée le plus safe possible. Donc le exit lap qu'on appelle allait prendre plus de temps et justement pour avoir une tactique puis ralentir un peu. C'était quand même drôle. Le résultat au niveau des qualifications qui a été quand même bien cadré. Si on commence avec Leclerc en qualification en Q3 avec un temps de 1:19.307, qui suit ensuite avec les deux Mercedes de Hamilton et Bottas avec 1:19.346 et 1:19.350 respectivement. C'est quand même une performance quand même assez solide de la part de Mercedes. Vettel, 4e, qui lui n'a pas pu partir en Q3 à son dernier tour, vu le trafic en fait qu'il y a eu durant le tour d'échauffement. Ensuite, si on voit au niveau des qualifications aussi, les deux Renault, encore eux autres, fin de semaine incroyable, impeccable du début à la fin. Et on finit avec le 7, 8, 9 et 10e qui sont Sainz, Albon, Stroll et Raikkonen qui finissent le Q3. Oui, Marc-André, justement, Brian a parlé de la farce qu'était la fin de la Q3. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé si tu as pu le voir? En qualification, écoute, j'ai regardé les vidéos par la suite. C'est sûr que c'est un petit peu drôle de voir cette situation avec toutes les monoplaces qui arrivent en même temps. Puis finalement, de voir qu'il y a seulement deux pilotes, Leclerc et Sainz, qui réussissent à arriver avant le drapeau à Dani. Même Sainz n'est pas parti. Même Sainz n'a pas eu le temps de terminer son tour. Ah oui, il a eu le temps, ouais. Il a eu le temps? Ouais, c'est ça. Lui et Leclerc ont eu le temps de compléter de boucler un tour lancé avant la fin. Ce qui est drôle, c'est qu'habituellement,
soit bien faite. Finalement, c'est un petit peu l'humain qui a décidé finalement qui allait passer. Là. Donc, ils ont fait en sorte qu'ils ont ralenti, puis ils n'ont pas réussi à passer. Mais ça a mis un petit peu un sourire après la course. Là. Ouais, ça a un sourire. Moi, j'ai pas tant aimé ça parce que, bon, ça c'est le karma. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas, il y en a 7 d'entre eux qui n'ont pas complété leur temps, mais, tu sais, je sais qu'à Monza, tu dois profiter de l'aspiration pour justement obtenir quelques kilomètres heure de plus et or gagner des dixièmes de plus qui vont être très importants sur ton tour de qualification. Mais euh, quand tout le monde sort, là, essaye de t'arranger pour faire en sorte que tu puisses compléter un tour parce que là, Oui. tout le monde s'est couvert de ridicule. Et Sébastien Vettel a été un des malchanceux parce que lui, il partait quatrième, puis Leclerc devait lui donner de l'aspiration. Donc, c'est lui qui devait être devant, mais tu avais Hülkenberg, Stroll et Sainz qui étaient devant et qui ont bloqué. Donc, c'est aussi le spectacle qui est pour les gens qui sont sur place qui est un petit peu gâché par cette situation. ouais. Puis on sait que en F1, l'aération, surtout durant la qualification, c'est une technique qui ne marche à peu près jamais. Ouais. Ils tentent quand même de réussir, mais bon, c'est ça, comme tu dis, Abdou, ils ont eu ce qu'ils méritaient, et c'est plus les partisans qui ont, les fans présents qui ont dû payer pour ça. Oh oui, exactement, mais au moins la course a été très bonne. Ah oui. Et juste avant de continuer, il y a Francis Paquette sur Twitter qui nous a donné ses performances contre performances et moments cocasses. Bon, le moment cocasse, je pense que c'est pas mal le même pour nous trois. Ben, c'était justement cette fin de Q3. La performance du jour, Charles Leclerc, et la contre-performance à son coéquipier Sébastien Vettel. Donc, justement, parlant de Charles Leclerc, comment avez-vous trouvé son Grand Prix? Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Francis? Oui, je suis très d'accord, moi, avec le propos de Francis à propos de la performance de Charles Leclerc. Je trouve que Charles Leclerc a eu la tête très, 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 très froide. Même que ce n'est pas lui qui a eu des erreurs durant la course, mais bien ses rivaux qui le suivaient en arrière, les deux Mercedes de Hamilton et de Bottas. On va en revenir tantôt, je suppose, mais durant la course, Hamilton serrait les fesses à Charles Leclerc de très, très, très près. Surtout que là, je me rappelle, à un moment donné, c'était de 1,5 secondes, voire maintenant 0,7 secondes de différence entre les deux pilotes. Surtout qu'Hamilton avait, on connaît les Mercedes, le moteur est toujours plus puissant. Au niveau aérodynamique aussi, c'est toujours Toujours plus puissant, oui. Plus frais aussi. Oui. Oui, c'est des pneus plus frais aussi. Puis là, on voit que il y a eu des petites erreurs de la part de Mercedes qui ont coûté très, 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 très cher. Puis Charles Leclerc a su tenir, a su avoir la tête froide puis à tenir bon contre les Mercedes en fin de semaine. Oui. Et toi, Marc-André? Même chose que Brian. Écoute, Leclerc était devant Hamilton et de quelques secondes. Et encore une fois, il a su remporter la course contre Hamilton, qui est expérimenté, qui sait trouver une façon de dépasser un adversaire habituellement assez rapidement. Mm-hmm. Et Leclerc, depuis le début de l'année, lorsqu'il se bat avec un adversaire qui semble plus fort que lui, il réussit toujours à sortir gagnant de ou à peu près toujours il réussit à peu près toujours à rester devant. Et ça, c'est une grande qualité pour un pilote. Et encore à Monza, il a été incroyable. Il y a eu la petite défense qui, la FIA lui a donné un drapeau noir et blanc. Mais à part ça, course à peu près parfaite pour Leclerc.
Et justement, vu que tu amènes le Je sujet du vais, drapeau noir et je vais te blanc, oui. laisser en parler. Ben, justement, ça a été un peu c'est encore un sujet chaud cette semaine après le Grand Prix. C'est qu'au 23e tour, Leclerc voit Hamilton se rapprocher tranquillement et tenter un dépassement à la deuxième chicane. Donc, celle après la Curva Grande, la grande courbe à droite. Donc, Hamilton arrive pour le dépasser par l'extérieur parce qu'ensuite il va pouvoir reprendre l'intérieur, mais Leclerc le tasse très légèrement. Hamilton est obligé de prendre la zone de dégagement pour revenir en piste. Et le tour suivant, ben, on avise à Charles Leclerc qu'il a reçu un drapeau noir et blanc qui est synonyme d'avertissement et ça, c'est un drapeau qui revient. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On l'avait déjà vu la semaine passée à Spa lorsque Pierre Gasly avait écopé de la même sanction. Mais là, ce drapeau porte à confusion pour certains parce qu'on dit oui, ce que Leclerc a fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas bien, mais il s'en est sorti. Alors que, par exemple, j'ai regardé la vidéo de l'analyse de John Palmer sur le YouTube de la Formule 1. Verstappen-Bottas, c'était presque la même chose. Il y a eu contact entre Verstappen et Bottas. Et c'est Verstappen qui a reçu la pénalité de 5 secondes. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'on laisse les pilotes se battre de manière dure mais faire, ou vous pensez qu'il faut sévir à chaque action comme on le voyait avant l'arrivée de Michael Massey qui remplaçait Charlie Whiting qui nous a malheureusement quittés? Vas-y, Marc-André, je vais te suivre. Ben, Ensuite, écoute, pour moi, la situation avec Leclerc, il n'y a pas vraiment matière à débat selon moi pour la conséquence que Leclerc a eue. Ouais. C'est Hamilton qui a été un petit peu trop... il a vu un petit peu trop gros pour son dépassement. Il n'y avait pas d'espace disponible là, réellement pour le dépasser. Leclerc a gardé sa ligne de course et c'est malheureusement Hamilton qui a dû faire le petit détour. Mais pour ce qui est de ta question, j'aime ce que je vois présentement. Ça permet aux pilotes de se battre un petit peu plus fort qu'avant. Maintenant, ils vont, si l'AFIA met des balises puis qu'ils disent vraiment aux pilotes, regardez, lorsque vous faites telle action, vous allez avoir un avertissement. Je voyais que Jacques Villeneuve avait parlé une comparaison un petit peu à un carton jaune au soccer. Ouais. Donc, c'est certain que je pense que c'est une bonne idée. Mais encore là, le débat va rester ouvert. Mais selon moi, c'est ce qu'il faut faire. On a vu plusieurs actions durant la saison qui a été matière à débat, justement. Et tout le monde n'était pas toujours d'accord avec la décision de la FIA sur le coup. Je parlais justement de la séquence Bottas, Verstappen et tout ça. Mm-hmm. Même à Monaco, moi je pense que si le drapeau noir et blanc aurait pu être élancé dans ce cas-ci, mais bon, c'est à la FIA de décider rendu là. Exact. Brian? Comme dans tout sport, pour bien que ça se fasse, il se doit avoir des règles. Et ces règles-là, on s'entend qu'elles sont émises par la FIA, qui prend la décision à la fin de la journée, qui dort sur ses deux oreilles après leur décision. On s'entend que c'est la FIA. Encore là, on parle de Formule 1 comme un sport qui est dangereux, puis tout ça. Puis comme notre bon ami Fernando Alonso nous disait, sans sécurité, sans règles, sans règles comme ça, un sport ne peut être pratiqué si les risques sont plus élevés. Aussi, on se rappelle, Niki Lauda disait dans le temps, on a 50% des chances de mourir durant une course comme ça, puis il y a certains pilotes qui ne peuvent pas en prendre 1% de plus. Fait que je pense que la question d'avoir des règles aussi sévères émises par la FIA, je pense que c'est une bonne chose.
Ça donne qu'on ne pénalise pas tout de suite. C'est une bonne chose aussi qu'on avertisse les pilotes de leurs problèmes. C'est correct aussi. C'est comme une petite tape ses doigts, mais du moment qu'ils récidivent, je pense que là, c'est là qu'il est intéressant d'avoir une petite sanction. Fait que oui, je suis d'accord je suis un peu d'accord avec la FIA pour resserrer un peu les règlements, resserrer un peu les barèmes, les standards en course, ce qui est une très bonne chose. Puis entre vous puis moi, les boys, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça met aussi un petit peu de piquant à la course. Oui, puis exactement, tu vois, et justement, ça permet aux pilotes, comme vous le dites, de se battre un peu plus, mais tu vois, il y a quelque chose qui vient de j'ai eu un flash en fait. Tu vois, en Autriche, là, quand Verstappen a dépassé Leclerc dans les derniers tours, là, je sais pas si vous vous souvenez de la fois où Leclerc a dit, bon, ben, si c'est comme ça, ben, moi aussi, je vais faire la même chose. Puis depuis, on l'a vu en Grande-Bretagne, là, Leclerc est un peu plus agressif. Donc, peut-être le fait d'y aller tout de suite avec l'avertissement ou genre, bon, on ne touche à rien, là, ça permet au moins à des pilotes de se montrer un peu plus agressif, mais en restant dans les limites du jeu. Donc, je sais que Leclerc, ce qu'il a fait, ça méritait effectivement un drapeau blanc et noir, mais là, ça nous a Pas permis de vraiment une voir... pénalité non plus. Non, c'est C'est comme ça. un entre-deux, là. C'est ça, c'est un entre-deux, parce que j'ai vu des trucs bien pires que ça, honnêtement. Là. Exact. Et Donc, je ne oui, pense vas-y. pas que justement le fait que la FIA utilise maintenant ce drapeau noir et blanc là, je ne pense pas que les pilotes vont se dire ok, nous pouvons aller plus loin que ce qu'on pouvait faire avant. Je pense qu'ils vont garder euh, la même directive qu'avant, mais maintenant, si jamais par méprise, ils se retrouvent dans une situation où ils ont coupé un petit peu trop serré, ils n'ont pas laissé une espace assez grande pour l'autre pilote, et bien maintenant, ils vont pouvoir se dire que au moins la FIA ou à peu près va toujours seulement donner un drapeau noir et blanc. Donc, c'est comme un entre-deux qui est assez intéressant pour les pilotes et pour le public aussi. Ouais, Mais je pense aussi exactement. que pour Charles Leclerc, là, comme tu disais, là, avec l'Autriche et tout, je pense aussi qu'il y a une question d'assurance d'assurance puis d'expérience. On s'entend que oui, ok, Verstappen et Leclerc sont pas mal sensiblement le même âge, mais on s'entend que Verstappen a une connaissance puis une expérience en F1 que Charles Leclerc n'a pas. Ouais. Oui, ok, Ouais. Peut-être que Verstappen a une voiture moins puissante que la Ferrari, mais a tout de même une expérience qu'un bagage que Leclerc n'a pas. Donc, je Oui. pense que c'est une question aussi de maturité en piste. Ouais, exactement, parce que là, ben, là, on voit deux pilotes qui, bon, Verstappen, on connaît tout son style, un pilote agressif, mais qui continue à maturer face à Leclerc, qui, lui, normalement, c'était une conduite plutôt calme, froide, mais maintenant, qui se montre un peu plus agressif. Donc, et justement, peut-être qu'on verra Hamilton un peu plus agressif, comme on l'a vu à ses débuts en Formule 1, maintenant qu'il sait que ce genre de situation peut entraîner un avertissement, on peut dire. Il y a un adversaire de taille. C'est ça. C'est un adversaire de taille, donc Hamilton pourrait se le permettre puis s'en sortir aussi. Mais encore, il va falloir retravailler un peu les limites de ce qui est acceptable ou pas. Donc là-dessus, je pense que ce débat va être encore à retravailler parce que Oh oui. il va y avoir des circuits où justement, bon, avec ce qu'on appelle les Tilkodrome, donc tous ces circuits désignés par Herman Tilke avec plein de convers en fait, avec beaucoup de zones de dégagement, là. Euh, on va voir ce que ça va donner, là, parce que là-dessus, on va dire, c'est un débat ouvert. Mais nous, on va fermer le débat parce qu'on va continuer. Ça, Euh,
Là, justement, comme j'allais dire, la seule chose que je ne peux pas voir, c'est une inconstance dans les décisions de la FIA. Donc, Oui. j'aimerais pas voir la semaine prochaine une situation identique à celle de Leclerc et Hamilton et que là, la FIA décide justement d'imposer une pénalité à un pilote. Donc, ça va vraiment être de bien déterminer ce qu'un pilote peut faire et pour mériter un drapeau noir et blanc et ce que un pilote ne doit pas faire. Là. Donc, quelle ligne il ne doit pas traverser pour avoir une pénalité, en fait. Exactement, puis je trouve que Michael Massey, depuis qu'il a remplacé Charlie Whiting, il fait du très bon travail. Il est très il est très méticuleux, il pense très bien, puis d'ailleurs, il a appris aux côtés de Charlie Whiting, donc ça se voit que il a des connaissances tout aussi bonnes que celles de Charlie. Donc moi, je trouve que on a hérité on a trouvé un bon remplaçant, Monsieur Whiting. Très d'accord Donc, avec toi. donc Totalement d'accord aussi. excellent. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous les trois d'accord avec ce qu'on a dit. Est-ce qu'on va être d'accord aussi pour parler de l'autre pilote Ferrari qui, celui-là, préfère oublier ce Grand Prix d'Italie très très vite. Bon, tu veux que je te dise de quoi vite là avant qu'on commence ce débat-là, là? Oui, oui. Bon, Sébastien Vettel est hors du coup depuis le Grand Prix du Canada. Il est hors circuit. Je suis d'accord avec toi, Brian. Hors circuit, littéralement. Je pense que pas que Vettel n'est pas un bon pilote, mais je pense qu'il a perdu pied depuis le Grand Prix du Canada. Je pense qu'il a perdu espoir, mais ça l'a démoralisé, puis ça l'affecte sur son pilotage. On voit que ses performances, c'est du up and down constant chez Ferrari durant les dernières courses. Fait que si on se rappelle là, par exemple, là, si on regarde tu sais, les trois premières courses, ça s'est bien passé. Les 6 premières courses jusqu'au Canada, c'était bien passé pour Vettel. Puis là, en France, P5 pour Vettel. En Autriche, P4. Encore là, rentre dans les points, oui, mais ne monte pas sur le podium. Pas qu'il y a pas les performances, c'est pas qu'il y a pas l'aventure, ni les compétences pour. Il est très compétent. C'est juste que on dirait que il y a quelque chose qui manque. Là, on s'appelle Grande-Bretagne, un petit accident, P16 pour Vettel. En Allemagne, une petite chance, P2 en Allemagne, dans son Grand Prix. Lui, on se rappelle, il y avait une grosse pluie à Hockenheimring, puis lui, il a su en profiter de cette situation-là, qui est une très bonne chose. Et là, on voit en Belgique encore P4 pour Vettel et ensuite on voit un autre au Grand Prix d'Italie, un P13 pour Vettel. Je trouve que Vettel là, n'est plus dans le coup là, depuis un petit bout là. Ouais, effectivement. Puis quand tu parles, et justement, ce qui s'est passé en Italie, pourquoi il a terminé 13e, c'est parce que au 6e tour, je crois. Ouais, l'accrochage avec Stroll. Accrochage avec Stroll, mais c'est parce qu'il est parti en tête à queue à la variante Ascari. Et quand il décide de revenir en piste, il regarde légèrement de gauche à droite, puis il revient devant Stroll, l'accroche, Stroll part en tête à queue. L'aileron avant de Vettel est endommagé et Stroll qui revient en piste et met Gasly dans le bac à gravier. Résultat, stop and go pour Sébastien Vettel, drive-thru pour Lance Stroll. J'aimerais avoir votre analyse sur l'incident. Je veux pas être méchant. Ce n'est pas un comportement. Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi. Ce que j'allais dire, c'est justement, ce n'est pas un comportement d'un champion du monde présentement. Là. Je ne vois pas demain matin au prochain Grand Prix Hamilton faire la même chose. Donc, l'état d'esprit de Vettel est très mauvais présentement par ses mauvaises performances, par ses mauvaises décisions qui, Grand Prix après Grand Prix, son moral, il se démoralise un peu à chaque Grand Prix.
Et moi, je pense qu'une suspension par la FIA, là, ça pourrait lui faire du bien si jamais il recommence à faire un petit accrochage. Là, je pense qu'il est à 2 points d'une suspension d'un Grand Prix. Oui, Donc, 3 exactement, parce que 3 exactement. Donc, il a 9 points. Puis, parce que, en fait, depuis 2014, il y a ce système de pénalité de points. Donc, si jamais vous obtenez 12 points de démérite sur un an, eh bien, vous êtes suspendu pour une course. Or, Vettel en a 9. Donc, il a 3 grands prix pour obtenir un total de 3 points. Parce que on retire des points un an plus tard. Donc là, je pense qu'il va avoir des points qui vont se retirer le 19 octobre. Donc ça sera après le Grand Prix du Japon. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est sous le coup d'une suspension si jamais on fait la même erreur. Là-dessus, je m'excuse de t'avoir interrompu. Tu peux continuer. Ouais, c'est ça. Donc, je pense vraiment que si jamais la situation devait arriver, je pense que ce serait bien pour Vettel. Il pourrait se remettre en question réellement, puisque maintenant, on dirait que ses mauvaises décisions lui passent par-dessus la tête et il recommence quelques Grands Prix plus tard. Il fait une erreur aussi stupide. Là. Pour moi, tu peux pas faire ça quand tu as été champion du monde. Je sais que Stroll a fait pas mal la même chose après, mais je trouve que la situation était encore pire pour Vettel puisque l'angle de Stroll était peut-être moins bonne pour voir Gasly. Donc, si on peut si je fais l'avocat du diable là, dans la situation de Stroll, je trouvais que c'était moins peut-être une situation moins grave. Mais pour Vettel, je vais laisser Brian, mais pour moi, son comportement n'a plus de sens là sur la piste. Oui, exactement. Donc, Brian, est-ce que tu veux ajouter ton point de vue sur l'incident entre Vettel, Stroll et Gasly? Ouais, en fait, je vais être encore plus avocat du diable que toi, Marc-Antoine, excuse-moi. Je vais être... Marc-André. Marc-André, excusez, là. J'ai 2 yeux dans le même trou aujourd'hui, je suis désolé. Mais c'est encore plus Pas de problème. Plus l'avocat du diable. Moi, je trouve que Vettel aurait dû avoir un black flag pour ça. Oh! Le retour en piste, c'était très dangereux. Surtout que là, on se rappelle l'incident, on se remémore certains incidents qui se sont produits avec à une fin de semaine près avec Antoine Hubert. Oui, ok, c'est pas le même contexte, ouais. mais là, ça nous rappelle la prudence des sports automobiles, la dangerosité des sports automobiles. Puis son retour en piste, là, ce n'était point safe. C'était pas sécuritaire pour 2 scènes. C'était dangereux. Ça a fait une cascade avec Stroll puis avec Gasly après. Les choses, si Stroll n'aurait pas eu les réflexes de se tasser et de prendre de la distance puis de malheureusement faire un tête à queue lui de même, ça aurait pu être fatal, voire mortel pour Stroll et pour Sébastien Vettel et les autres pilotes qui s'en venaient à pleine vitesse en arrière, parce qu'on se rappelle, ce virage-là, c'est une petite droite, c'est une longue droite qui précède cette courbe, cette chicane-là. Donc, je pense que c'est irréparable, surtout, c'est pas un comportement qu'un champion du monde devrait avoir, puis ce n'est pas une attitude non plus qu'un champion devrait avoir. Je sais pas si vous me suivez. Oui, je suis d'accord. Et le contact aussi, tu sais, Stroll a réussi à dévier sa trajectoire un peu, mais Vettel l'a tout de même touché et ça aurait pu causer là, un tonneau, un tête à queue ou tout ça. Donc la voiture aurait pu revirer n'importe quand. Donc je suis d'accord avec Brian. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que la FIA aurait pu être encore plus sévère avec Vettel. Et encore là, parce que c'est justifiable. C'est justifiable. Ouais. Oui, tout à fait. C'est très justifiable. Et je pense que la conséquence, finalement, aurait peut-être dû être une disqualification, effectivement. Sûrement, j'essaie de penser, mais je pense avoir déjà fait ça dans le jeu de Formule 1. Et je pense que je m'étais fait disqualifier. Donc,
la situation peut très bien être aussi mise de l'avant dans la vraie vie, j'imagine. Je pense que ça aurait été une leçon pour Vettel. Je pense que ça aurait été ça aurait remis les pendules à l'heure pour certains. Ah oui, clairement, parce que là-dessus, on joue pas là-dessus, là. C'est très, ce qu'il a fait, c'est très dangereux. Puis en plus, oui, moi aussi, j'étais de ceux qui disaient que, oui, ça méritait d'être un drapeau noir, mais il a déjà été, je pense, le fait qu'il y a eu des dommages sur son aileron avant, ça l'a pénalisé, déjà là en partant. Mais le stop and go, ça, c'est la deuxième plus grosse sanction qu'un pilote peut recevoir pendant une course. Parce que la première, évidemment, c'est le drapeau noir / disqualification. Donc, oui, Vettel a fini 13e, donc devant plusieurs pilotes. Mais en même temps, quand on regarde le classement, il a fini derrière Stroll, qui a fini derrière Gasly. Donc, ceux qui ont commis la bourde ont été pénalisés puis se retrouvent derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Ouais. Donc, oui, moi, je pense que ça, là, si la FIA avait été un arbitre plus sévère, je pense que Vettel, là, n'aurait même pas pu compléter le Grand Prix, là. Lui, il aurait dit, rentre dans les puits, ta journée est finie. Moi, je pense que là-dessus, là, avec ce qui s'est, comme vous le dites, avec ce qui s'est passé à Spa et avec des situations qui se sont passées il y a quelques années, il y a eu certaines situations similaires, là. On peut pas jouer avec ça. Il y avait pas à un moment donné une situation, je me rappelle pas quel pilote, là. Je me rappelle que Vettel avait réclamé le pilote en tant que tel parce qu'il avait fait un retour en piste vraiment dangereux. Oh non, c'était en Azerbaïdjan avec Daniel Kvyat. Oui, c'est pas le même principe, mais on s'appelle que le retour en piste de Daniel Ricciardo était juste vraiment très agressif, vraiment très impromptu. Puis il avait été pénalisé pour ça. Mais je trouve que même chose pour Vettel, je pense qu'il n'a pas été pénalisé à sa juste valeur, puis il aurait dû être puni un petit peu plus, malheureusement. Ouais, exactement, mais comme on l'a dit, sa course était ruinée à partir de là. Puis le stop and go, ben là, c'était juste c'était juste un plus, en fait. Donc, moi, je pense que la FIA a bien agi dans les circonstances, mais je pense qu'elle aurait dû être un peu plus sévère. Mais bon, au moins, je pense que Vettel a eu sa leçon. On peut l'excuser très légèrement d'avoir regardé un peu à gauche, à droite, mais quand même, là. Parce que c'est vrai, c'est instinctif de vouloir revenir pour perdre le moins de positions possible, mais ne mets pas ta sécurité en jeu pour quelques places perdues. Surtout quand tu as une... Et celle des autres. Et celle des autres aussi, surtout quand tu as une des voitures les plus rapides. Ben en fait, la voiture la plus rapide parce que c'était à Monza, puis c'était leur terre aussi, donc... Non, c'est ça. De toute façon, j'espère que Vettel, d'ici là, sera calmé, là, qu'on va revoir un Sébastien plus tranquille. C'est ça qu'on va espérer parce que là, ça va pas. Puis en plus, il y a Charles Leclerc qui commence à s'imposer comme numéro 1, lentement mais sûrement. J'ai envie de vous parler en fait, il y avait un autre moment, je sais pas si vous l'avez vu, ça, on va aller un peu plus léger, mais je sais pas si vous avez vu, mais il y a des pilotes qui se sont envoyés des doigts d'honneur comme ça se peut pas. Hein. Il y a eu Sergio Perez qui a envoyé un doigt d'honneur à Kevin Magnussen et Romain Grosjean qui s'est fait tasser par Robert Kubica. Quelque chose que j'aurais jamais dit cette année, là. Une Williams qui tasse une voiture plus rapide. Puis Grosjean n'était pas content. Puis il y a eu aussi Albon qui attaque Carlos Sainz en début de course et qui se touche. Donc, en général, comment avez-vous trouvé le Grand Prix? Oui. Moi, en fait, je vais y aller avec mon opinion. Le Grand Prix,
c'était une fin de semaine qui était quand même assez chargée, assez spéciale. Mais je suis très, très, très content puis très surpris du résultat de la fin de semaine. Il faut admettre que un tableau comme ça, c'est un tableau qui est quand même assez typique de Grand Prix, si je ne m'abuse. Mais j'ai été surpris de plusieurs pilotes et plusieurs écuries. Là, je sais qu'on n'a pas eu pensé encore au perfo puis contre perfo, mais honnêtement, c'était une fin de semaine de Grand Prix quand même satisfaisante. Oui. Et toi, Marc-André? Oui, c'était assez satisfaisant, comme Brian l'a dit. Je pense que la course aurait pu être plus excitante, mais écoute, il y a eu quelques accrochages, il y a eu quelques petites actions comme ça qui ont mis du piquant dans la course. Donc Stroll a dû remonter, a descendu un peu, il a dû remonter un peu le classement. Donc Ouais. ça ajoute à la satisfaction d'une course. Mais c'est certain que si les Red Bull avaient pu être dans le coup, probablement que la course aurait été meilleure. On sait que déjà, à la base, une Red Bull n'est pas la Red Bull n'est pas adaptée justement à une course à Monza. Et là, en plus, ils ont eu des problèmes de coupure de moteur durant la course pour Verstappen. Donc, c'est certain que ça ajoute encore au problème. Et Verstappen commençait loin. Donc, tout ça fait en sorte que j'ai aimé le Grand Prix, mais il aurait pu être encore meilleur. Ouais. Mais on a eu des pires Grands Prix dans la saison, donc c'est certain que j'aurais tendance à dire que j'ai apprécié. France, comme pire course de la saison. Ah, et puis la millième course en Chine aussi. Et je voudrais parler à vous qui êtes des experts Red Bull. Comment qualifiez-vous la deuxième fin de semaine de course d'Alexander Albon qui a fini 6e? Surpris de la performance d'Alex Albon. Lui qui a fait une très belle course à Spa et qui a fait une autre très belle course en Italie, P5 et P6 respectivement. C'est un très, très, très bon début, meilleur que celui de Gasly là, à ses débuts, si on compare les deux. Là, on voit, il y a la voiture et il y a les compétences pour. Pour ce qui est de Verstappen, écoute, Verstappen, lui, qui en Italie a commencé 19e, mais qui s'est... non, même pas. Non, il a pas commencé 19e. Il a commencé en qualification oui, c'est vrai. Il a commencé 20e. Je suis désolé, il a commencé la ligne des puits. Puis il s'est ramassé 8e. Oui, malgré son petit accrochage en début de course, ça a pas été très, très problématique pour lui parce qu'il a surmonté avec brio durant la course. Oui, il était quand même très près de Perez. Il était à une seconde près, même pas 800... 0.8 secondes oui, à peu près une seconde, de Perez, puis quand même une belle 6e puis une 8e place pour Red Bull. Oui, pas la meilleure fin de semaine pour l'écurie autrichienne, mais ça reste une performance qui est très acceptable pour Red Bull. Oui. Marc-André? Pour moi, écoute, je n'ai pas réussi. Je me suis même pas prononcé encore sur Albon. Je suis vraiment sur le cul de ses performances. Je pense que je savais que c'était un bon pilote, mais là, il prouve dans une bonne voiture. Et pour moi, en 2 courses, il a montré bien des choses que Gasly n'a pas réussi à faire durant les courses qu'il a été avec Red Bull. Maintenant, il reste bien des courses à faire, mais pour l'instant, le résultat est très bien pour Red Bull et Albon. Et là, en Belgique, pendant la qualification, il a terminé 14e. Et si je me trompe bien, il a parti la course en Italie 8e. Est-ce que c'est bien ça? Qui ça, Albon? Albon, ouais. Oui, j'avais la page 8, oui, c'est 7 ça, ou 8. Donc, 8e. 8e. Donc,
Ouais. Ses résultats en qualification sont acceptables aussi. Mhm. Dû au fait que Gasly a eu beaucoup de difficultés en début de saison à s'adapter avec la voiture. Et on dirait qu'Albon a roulé avec Red Bull durant toute l'année dû à ses performances autant en qualification qu'en course. Donc, pour l'instant, il fait un excellent travail. Maintenant, il ne reste seulement à continuer vers la fin de la saison. Oui, puis moi, bon, je sais que je lui ai donné un 6,5 sur 10 dans le bulletin de notes du Grand Prix d'Italie, qui est d'ailleurs disponible sur bulletinf1.com, notre site web. Euh, oui, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Ça s'est très bien passé, mais il y a peut-être quelque chose qui m'a titillé, c'est son agressivité. Parce qu'au début, quand je disais qu'il a essayé quand il a dépassé Carlos Sainz à la deuxième chicane, c'était un peu trop dernière minute, un peu à la même move que Daniel Ricciardo, ce que Daniel Ricciardo le fait, mais t'es tenté de garder la deuxième, en fait de garder l'extérieur dans le premier des deux Lesmo là. C'était pas une très bonne idée parce que là, il s'est retrouvé à perdre des positions. En plus, il y a une pénalité pour avoir coupé la chicane devant Kevin Magnussen. Donc, il faut qu'il se calme un peu sur le côté agressif parce que c'est pas ça que j'ai vu quand il était chez Toro Rosso. C'était un pilote qui était capable, qui est très intelligent, mais je pense qu'à Monza, il s'est montré un peu plus agressif. C'est- Je pense que même depuis qu'il est arrivé avec Red Bull, je le vois un peu plus agressif. Est-ce que c'est peut-être le fait que il veut impressionner ses patrons parce que dès le Grand Prix des États-Unis, il va avoir une décision faite concernant le deuxième volant. Donc, je sais pas si peut-être il essaie de jouer un peu plus du coude pour montrer que ce n'est pas un deux de pique Mm-hmm. comme, certains détracteurs pourraient le croire, là, mais je pense qu'il se débrouille bien à part cela. Là. Oui, exactement. Et d'un côté, je ne trouve pas que c'est négatif, mais d'un autre, comme tu l'as dit, ça peut être vu comme être négatif. Mais au contraire, je pense que si il réussit à être agressif comme ça, tout en restant calme et détendu, je pense que ça peut être un résultat, ça peut améliorer encore plus ses résultats. J'ai l'impression aussi de voir un nouveau pilote qui probablement pour impressionner ses nouveaux patrons. Mais j'ai hâte de voir le reste de la saison. Sûrement, il y a des choses à ajuster, ça c'est certain. Mais on a toute qu'une fin de saison à venir, là, surtout avec tout ce qui arrive. Oui, exactement. Puis, puis d'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode, le podcast Beyond the Grid, d'ailleurs, Alex Albon est l'invité cette semaine. Puis il parle de sa carrière, évidemment de son appel, de sa promotion chez Red Bull. Allez écouter ça, c'est très très bon. De c'est une heure de bonne discussion avec Tom Clarkson. Donc, allez écouter ça. C'est disponible sur Spotify. En fait, sur toutes les plateformes de podcast. C'est l'invité de cette semaine, justement, Alex Albon. C'est très, très intéressant. Et c'est un pilote qu'on ne connaît pas beaucoup non plus. Exactement. On a su le découvrir durant la saison. Mais tout de même, ça reste un pilote qui est assez... qui n'a pas de grosses déclarations dans les médias, qui ne parle pas beaucoup de lui. Donc, c'est certain que je ne l'ai même pas écouté, mais ça doit être extrêmement intéressant à écouter. Oh oui, allez écouter ça. C'est très intéressant. Bon, alors, j'ai oublié de parler d'eux. Renault, quatrième et cinquième. Magnifique performance. Daniel Ricciardo, qui a sûrement célébré ça avec de la pizza. Pizza, pizza, pizza! Exactement. Et Nico Hülkenberg, cinquième aussi, lui qui se cherche du travail pour 2020, toujours en Formule 1. Très impressionnant depuis le retour en classe. Brian, parlant de pizza, veux-tu bien commencer avec Renault? Comment as-tu trouvé leur performance en fin de semaine?
Impeccable pour Renault en fin de semaine. Si on commence directement avec P1, FP1, un peu déçu, 10 tours respectivement pour les deux Renault, puis 13e et 15e pour en FP1. Je pense que c'était plus une question de mise en forme, de mise en place en Italie pour les deux Renault, pour l'écurie française. Ensuite, en P2, 9e et 11e, 36 et 47 tours, ça se prend bien pour les deux Renault en forme. Et là, on voit vraiment P3, pré-qualification, les settings, toutes les settings sont prêts, les ajustements sont prêts au niveau moteur et aérodynamique. P5 pour Ricardo avec 11 tours et P7 pour Hülkenberg avec 13 tours. Des bons temps, mais des temps, on s'entend des temps de pratique, encore une fois. Et là, en qualification, ils ont tout donné. P5 pour Ricardo, P6 pour Hülkenberg, une 19,839 pour Ricardo et une 20,049 pour Hülkenberg. Encore là, un gain de place pour chacun, vu le déplacement de Vettel en 13e position. Ricardo P4 et Hülkenberg P5. Les deux, comme Cyril Abitboul disait, les deux étaient se battaient entre eux, mais on décide de garder une certaine distance justement pour pas encombrer la course, puis pour pas qu'il y ait d'erreurs de fait durant la course. Ils sont restés sages, puis je pense que le but de cette course-ci, c'était d'amorcer les points pour l'écurie française. Là, on voit que là, vraiment, ils sont en pleine forme. Ils ont eu des petits problèmes de moteur. Les dernières courses, les dernières courses n'ont pas été très fructueuses, mais là, on voit que Renault revient à la charge tranquillement pas vite, là. Ouais, exactement. Puis ça me fait penser parce que la dernière fois qu'on a vu ces genres de performances chez Renault, c'était à Montréal. Et ironiquement, ce sont deux circuits qui se ressemblent. On a souvent surnommé le circuit GV9 de Mini Monza parce que c'est un circuit de très haute, avec beaucoup de longues lignes droites, très peu de virages lents. Puis, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Daniel Ricciardo s'était qualifié 4e à la surprise générale. Puis là, à Monza, sur un circuit où, justement là, c'est at large de la vitesse, il se qualifie dans le top 5 avec Nico Hülkenberg juste derrière. Donc, on ne s'attendait pas. Là, il y a un pattern qui s'est créé entre ces deux grands prix. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est que on a répété les performances du Grand Prix du Canada. Oui, ben en fait, je pense qu'il y a une question d'adaptation qui s'est faite au cours des derniers circuits. Ça n'a pas été très, très fructueux pour Renault après le Grand Prix du Canada, mais là, on voit que en plus, le Grand Prix du Canada, il faut se rappeler que c'était un Grand Prix à l'avantage de Ricardo, qui connaît très bien le circuit Villeneuve. Je pense que il y a eu comme c'est des up and down pour Renault. Puis je pense qu'ils sont dans un plateau quand même de performance très élevé chez Renault en ce moment, ce qui est bon signe pour l'écurie. Oui. Et Marc-André, toi, qu'as-tu pensé de la performance des jaunes et noirs? Donc, Brian a été assez, a mentionné tout ce qu'il avait à dire aussi sur Renault. Moi, ce qui a attiré mon attention aujourd'hui, ce sont les révélations qui, en fait, Ricardo est en cours avec son ancien manager, ça a disparu, Glenn Davis. Et puis, en fait, lors de cette course, des chiffres sur le salaire ont été déclarés. Et on apprend que on a de Ricardo à 5 millions pour 2 ans, donc pour 2019 et pour 2020, ainsi qu'un quand même un très bon bonus en cas de vie qui atteint la somme de 1 million de dollars, en plus de pouvoir garder la voiture gagnante, là, bien sûr sans moteur et sans boîte de vitesse, mais tout de même. Et puis, autre petit détail, il garde tout ce qui est rapport
de la promotion sur son casque. Il garde l'argent de ça. Et plusieurs petits avantages justement que Renault lui offre. Donc on peut peut-être comprendre finalement pourquoi Ricciardo a décidé de se tourner vers Renault cette année. De l'argent. Ah, Donc beaucoup d'argent. Donc c'est quoi? C'est 5 millions pour 2 ans, pour 3 ans pour Ricardo? 55 millions pour 2 ans en fait. 55 millions pour 2 ans. Et dire que Mitch Ouais. Marner lui a refusé 11 millions pour 11 millions par année pour 8 ans. Et Mitch, tu devrais appeler Daniel Ricciardo parce que lui il pourrait t'aider à avoir un meilleur salaire. Enfin, C'est une somme qui est astronomique quand même. Là. C'est pour les résultats que ça a donné présentement. Ce n'est pas de la faute de Ricardo, bien sûr. Là, je pense que Renault ont beaucoup de difficultés avec sa monoplace, mais j'espère justement que le salaire donné à Ricardo en vaudra la peine justement autant pour lui que pour Renault. Donc, on verra pour la suite, mais ce sont des chiffres qui m'ont marqué là aujourd'hui lorsque j'ai lu l'article de F1 qui est qui est un site très intéressant. Oui, exactement. Un site, Oui, un site français que vous pouvez aller lire aussi. Il y a de très bons éditos parfois, de très bons articles aussi. Donc, f1i.com pour ceux que ça intéresse, autant en français qu'en anglais. J'ai une très bonne nouvelle, messieurs. Euh, Haas s'est finalement séparé de Rich Energy. J'ai pas de champagne avec moi, mais si j'en avais un, je le sabrais bien parce que, enfin, le cirque est terminé. Oh Yes, ça a oui. c'est ça. été long. Je pense que ça l'a été très long. Oh oui, parce que je Je pense pense que c'est une relation amour et haine avec Racing. oh oui, parce que c'est ce sponsor Rich Energy qui est une marque de boisson Messieurs, énergisante. Oui. Non, c'est ça, c'est parce que Haas, qui est c'est associé avec Rich Energy pour devenir le commanditaire principal, donc la marque de boissons énergisantes. Puis, leur ancien PDG a fait le clown sur Twitter en envoyant promener Red Bull et compagnie. Et surtout que leur logo fait objet de litige avec une compagnie de bicycles britannique White Bikes. Donc, Rich Energy, je pense, perdait de l'argent. Donc, c'était pas bon pour Haas d'avoir un sponsor qui fait les clowns et qui perd de l'argent en même temps. Donc, c'était pour le mieux. Donc, là, la question, c'est est-ce que Haas va garder les couleurs black and gold jusqu'à la fin de la saison ou elle va revenir avec ses couleurs originales comme on l'a vu en 2016 et en 2018. Donc, une voiture blanche avec quelques spots noirs et rouges. Ça reste à voir, mais en tout cas, Rich Energy, c'est terminé, puis je veux plus les revoir en Formule 1. Qu'on les banne, qu'ils soient bannis, là, parce que, bah, d'abord, l'ancien PDG est parti. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais je veux plus entendre parler de Rich Energy dans le giron de la Formule 1. Et je Voilà. pense que ça n'arrivera pas. Je Je pense que l'espère non plus. les écuries ont compris. Ouais, et imagine, Williams était prête à s'associer avec Rich Energy. Donc, imaginez le trouble que ça aurait créé. Surtout pour Frank Williams qui... En fait, pour la famille Williams qui tient cette écurie à bout de bras. Donc, je ne leur souhaite pas d'avoir des bouffons comme ça. Bon, voilà, c'est fait, là. J'espère que d'ici la fin de la saison, le jour où on fera un bilan de fin d'année, là, qu'on ne mentionnera plus jamais le nom de Rich Energy. Je pense même que ce sera la dernière fois que je dis ce nom avant un bon bout de temps. Bon.
On l'espère. Oh que oui. Alors, c'est ce qui fait le tour du Grand Prix d'Italie. On va vous donner le classement des pilotes et des constructeurs à l'approche du Grand Prix de Singapour. Alors, Lewis Hamilton compte 284 points, soit 63 points de plus que Valtteri Bottas. Max Verstappen reste troisième avec 185 points, mais voit Charles Leclerc se rapprocher tranquillement. Il y a 3 points qui séparent les deux pilotes. Sébastien Vettel est cinquième, reste avec 169 points. Pierre Gasly a la vie sauve parce que Carlos Sainz, qui a abandonné le Grand Prix, ne marque pas de points. Donc, c'est 65 à 58 pour Gasly. Et Daniel Ricciardo, avec cette quatrième place, monte au huitième rang avec 34 points à égalité avec le nouveau venu Alex Albon. On va passer. Et Daniel Kvyat complète le top 10 avec 33 points. Au classement des constructeurs, Mercedes à 505 points, donc atteint le plateau des 500 points. Ferrari en a 351, Red Bull 266. McLaren, avec le petit point de Norris, compte 83 points, oui. Renault en a 65, donc l'écart se rétrécit. Toro Rosso, qui avait des chances de marquer des points, en a 51, mais Racing Point, ça va très bien, se rapproche tranquillement de la sixième place. Alfa Romeo en a 34, Haas reste avec 26 et Haas avec 1 point. Donc, voilà, c'était le classement des pilotes et des constructeurs. La prochaine épreuve aura lieu à Singapour. Donc, Italie marquait la fin de la période européenne de la saison 2019 de Formule 1. On va revenir en Russie. Bon, peut-être qu'il fait partie probablement de l'Union européenne, mais c'est un Grand Prix qui est considéré hors Europe. Mais là, on s'en va à Singapour sous les projecteurs, donc une course de nuit. On va passer maintenant, en fait, c'est le retour de la chronique En route vers la F1, puisque avec les événements de Spa la semaine dernière, il n'y a pas eu de course de Formule 2, ça a été annulé. Mais on est revenu avec deux belles courses, je dois dire. J'ai regardé la première dans son intégralité, c'était excellent. Victoire du japonais Nobuharu Matsushita sur la Carlin devant le héros local Luca Giotto sur la Univirtuosi et Nick De Vries, le meneur au championnat, qui s'était élancé de la dernière place parce qu'il faut le préciser avec la voiture d'Antoine Hubert qui ne pouvait être là. Celle de Juan Manuel Correa qui malheureusement dont l'état de santé s'est détérioré, mais on espère qu'il va s'en sortir et le plus vite possible, ainsi que la voiture de Giuliano Alesi ne pouvait pas rendre part à l'épreuve, donc on s'est débrouillé à 17. Or, Nick De Vries avait été disqualifié de la séance de qualification, donc est parti bon dernier et s'est retrouvé sur le podium. Donc, une belle course de Vries qui d'ailleurs a même été annoncé comme pilote de Formule 1 avec Mercedes aux côtés de Stoffel Van Dorn. Callum Ilott qui partait en pole position a fini quatrième. Et Nicolas Latifi qui est dans la course au titre a vu ses espoirs s'amenuiser lorsqu'il a eu un contact avec le Chinois Gu Zhou sur la Virtuosi. Latifi a eu un aileron avant endommagé et il n'a pas marqué de points. Mais dans la course 2, c'est Jack Aitken qui a gagné sur la Campus Racing devant Jordan King et Nick De Vries qui monte encore sur le podium. Guan Yu Zhou, lui, termine quatrième. Le vainqueur de la course 1, Nobuharu Matsushita, finit cinquième. Et Mick Schumacher, lui, complète le top 6. Or, au classement des pilotes, De Vries compte 225 points.
Latifi en a 166 et Giotto 155. Aitken n'est pas très loin avec 153 et Sergio Sette Camara, l'autre pilote chez Dams, en a 151 à 151 points. La prochaine épreuve de Formule 2 sera en Russie, donc à la fin du mois de septembre. Mais sinon, il y a eu une course de Formule 3 où l'équipe Prema a été sacrée championne des constructeurs. Elle a dominé carrément la saison avec ses 3 pilotes, Robert Schwarzman, Marcus Armstrong et Johan Daruvala. Mais ce qui a marqué cette fin de semaine de Formule 3, c'est cet accident d'Alexander Peroni lors de la course 1. Il part large dans la Parabolica et monte sur le vibreur qui est installé à l'extérieur de la fameuse courbe et il part dans les airs avant d'atterrir dans les clôtures et dans le mur de pneus. Il est sorti à l'apparence indemne, mais il a eu des douleurs au dos et une commotion. Et là, au moment d'enregistrer l'épisode, il est sorti de l'hôpital. Donc, Peroni, au moins, va bien, mais va devoir manquer la prochaine épreuve pour soigner ses blessures. Sinon... Quel accident quand même, hein? Ah oui, c'était un accident. D'une violence, là. Et les images, surtout à vitesse réelle, sont quand même dures à regarder puisque heureusement il y a pas eu de conséquences là, mais il revole dans les airs bien comme il faut et retombe sur la clôture là. C'était tout qu'un contact. Ah oui, puis justement on en parlait avec Brian Ordonde là avant de commencer. Ça nous a fait peur, mais comme un peu l'accident de Sofia Florsch en Formule 3 à Macao l'année passée, qui se retrouvait dans les... C'est un bon comparatif, là. Oui. Parce qu'elle s'est retrouvée... elle a fait un vol plané dans les airs à haute vitesse. Et elle s'est blessée, mais là, au moment où on se parle, elle continue toujours de rouler. Donc, ça, au moins, ça fait du bien parce que... il y a quelques années, peut-être que sa carrière serait terminée parce que les blessures auraient été beaucoup plus sévères. Donc, on est content dans ce cas-ci qu'elle se porte bien et qu'Alexander Peroni aussi, Oui. dans le cadre de la Formule 3, se porte bien parce que c'était un accident effroyable et Dieu merci pour le Halo pour cela parce que sans ça, là, je ne vais même pas m'imaginer ce qui se serait passé. Mais bon, il y a eu quand même Effectivement. Il y a eu quand même des courses très intéressantes. On a eu lors de la course 1 un doublé Prema avec Schwartzman qui a gagné devant Johan Daruvala et Yuki Tsunoda de Yanza Motorsport. Mais sinon, Tsunoda s'est emparé de la victoire à la course 2 et qui a même imité un peu Kimi Räikkönen en disant à la radio taisez-vous, je sais ce que je fais. Et à la fin de la course, quand il a franchi la ligne d'arrivée, Tsunoda, en fait, les ingénieurs ont dit à Tsunoda, on s'excuse Samouraï, belle victoire. C'était drôle à voir. Donc, une belle victoire de Yuki Tsunoda devant Liam Lawson et Jake Hughes qui complètent le podium. Alors, il y a Pedro Piquet, le frère de Nelson Piquet et le fils de Nelson Piquet père, qui a terminé 5e. Et au classement, Schwartzman contre 180 points devant Johan Daruvala et Yuri Vips, le pilote de l'Académie Red Bull, qui a 122 points. Malheureusement, ses espoirs de gagner le championnat, on va dire, c'est pas mal terminé, à moins d'un miracle, parce qu'il a été victime d'un accident, je pense que c'était lors de la course 1 ou 2, si je me souviens bien. Je me souviens plus c'était dans quelle course, mais il a eu un accident, il a été obligé d'abandonner, et même ses espoirs de championnat se sont presque éteints, mais il reste 3e, il va devoir
se battre maintenant face à l'autre Prema de Marcus Armstrong, qui est un pilote de l'Académie Ferrari, qui est quatrième avec 119 points. Et comme je vous le disais, Prema a dominé la compétition de A à Z, ben presque Z, mais a remporté le championnat et compte actuellement 446 points. Et juste pour te donner une idée, Marc-André, Hightech Grand Prix, qui est deuxième à 188 points. C'est fou. 188 contre C'est une domination qui est habituelle dans les sports. Ben, qui est habituelle. Pas autant, mais on voit souvent cette situation. Ouais, parce qu'en même temps, Prema, c'est énorme, là. Oui, c'est énorme. Mais en même temps, c'est Prema parce que c'est une équipe comme Carlin ou bien Dams. Ce sont des équipes qui sont habituées dans les séries juniors. Alors, et Prema, c'est l'équipe avec laquelle, par exemple, Lance Stroll a dominé le championnat 2016. Donc, Prema est une équipe qui est habituée au succès et qui aussi compte des pilotes de l'Académie Ferrari, dont Marcus Armstrong. Donc, Armstrong qui s'est quand même bien débrouillé cette saison. J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine s'il décide de revenir. Je pense qu'il devrait revenir pour gagner un peu plus d'expérience ou sinon aller tenter sa chance en Formule 2. Mais en tout cas, les trois pilotes de Prema m'ont impressionné. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi lors de la dernière épreuve de la saison de Formule 3 en Russie, à Sochi, dans un peu plus de 3 semaines. Parce que, contrairement à la Formule 2 qui, elle, se termine à Abu Dhabi, cette première saison du championnat du monde de Formule 3, c'est... s'étendait de Barcelone jusqu'à Sochi, en Russie. Donc, si vous voulez regarder ça, vous pouvez suivre les faits saillants sur le compte YouTube de la Formule 1 qui partage des vidéos de ces courses. Et vous pouvez même le regarder sur Internet. Peu importe la façon, mais vous pouvez, je ne vais pas dire légal ou illégal, mais vous pouvez la regarder n'importe quand. Sur YouTube, ça devrait être là aussi. Mais sinon, les courses de Formule 2, si vous êtes au Canada, c'est sur TSN. Je pense la course de Formule 2 que j'ai regardé samedi, c'était sur le 5, TSN 5. Ou vous pouvez l'écouter aussi en rediffusion sur le web. Donc, c'est ce qui complète l'épisode numéro 20 du Bulletin F1. Un retour sur le Grand Prix d'Italie. La semaine prochaine, on va revenir sur l'actualité, tout dépendamment de ce qu'il y a. On va espérer aussi qu'il y ait des confirmations d'autres pilotes pour le marché des transferts, parce qu'il reste encore quelques volants disponibles. On sait que chez A, c'est entre Romain Grosjean et Nico Hülkenberg. Donc, tout dépendamment de la décision sera prise très bientôt. On espère que la décision sera prise très bientôt. Mais on sera là la semaine prochaine pour parler de l'actualité ou bien même d'un sujet qui nous tentera parce qu'évidemment, l'actualité de la Formule 1, elle est toujours riche. Il y a toujours quelque chose dans l'univers de la Formule 1, que ce soit léger ou bien même majeur. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Sur ce, vous pouvez lire le bulletin de notes du Grand Prix d'Italie 2019 qui est déjà sur notre site, bulletinf1.com. Et vous pouvez même trouver la section podcast où tous les épisodes précédents du Bulletin F1 se retrouvent là-dedans. Vous pouvez nous écouter sur vos plateformes de podcast préférées, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Play, Stitcher, TuneIn et même Balado Québec. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. Ça fait du bien de te réentendre. Et puis un gros merci à Brian qui a été là. C'est le fun à trois. C'est le fun à trois. On l'a vu, on a eu de bonnes discussions en plus. Donc ça a vraiment animé cet épisode et
Et j'espère que ce sera de même pour les prochains épisodes parce qu'il reste encore beaucoup de Formule 1. On finit même le 1er décembre, donc on va en avoir du contenu. C'est ce qui complète l'épisode du Bulletin F1. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et merci à vous de nous avoir écoutés. Laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin F1. Passez une excellente journée ou soirée et ciao tutti!